Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live spécial colère. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si ça fonctionne pour vous. Je vais attendre un petit peu que les gens arrivent tranquillement. Bonjour Laurent, bonjour Manuel. Alors je voulais commencer ce live en vous disant déjà merci pour vos encouragements, vos likes, vos partages, votre intérêt. Voilà, c'est hyper motivant pour en faire d'autres. Je voulais aussi vous donner quelques indications. Donc moi je suis coach en développement personnel et professionnel. Les éléments que je vous partage à l'occasion des Facebook Live, c'est vraiment des éléments techniques, des outils que j'espère être les plus simples et les plus concrets possibles, dans le but que vous puissiez vous en servir voilà, dans votre vie de tous les jours. Les propos que je vais tenir n'engagent que moi, mes compétences, mon point de vue. Donc s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, c'est ok. S'il y a des choses avec lesquelles vraiment, s'il y a des choses qui vous gênent, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a des choses qui vous plaisent et qui vous sont utiles, n'hésitez pas à me le dire aussi. Mais voilà, en tout cas, moi, je vous partage vraiment le fruit de mes formations, de mes recherches, de mon travail. Voilà, pour que ça puisse vous être utile. Vous êtes pas mal à m'avoir rejoint. Merci de votre présence, merci de votre attention. Je vais commencer par vous donner des éléments sur la colère et puis n'hésitez pas, dès que vous avez une question, une situation personnelle, au fur et à mesure je vais essayer de garder un œil sur les commentaires et de vous répondre, hein. Le but c'est que ce live il soit pas juste moi qui vous raconte des trucs, mais que ce soit vraiment interactif et que ça puisse vous être utile par rapport à des situations individuelles. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors la colère a eu pas mal de succès en termes de thématique. Je pense que c'est quelque chose qui doit parler à pas mal de monde. Je voulais commencer par faire en fait une différence entre l'émotion, la colère, et sa manifestation. En fait, j'ai l'impression que souvent il y a une confusion entre être en colère, en tout cas ressentir de la colère, et se mettre en colère. Ce qui est compliqué et parfois pas possible dans notre société, c'est se mettre en colère. Donc se mettre à crier, par exemple, dire des choses qui dépassent peut-être notre pensée profonde, être dans un état qui en fait coupe la communication, que ce soit du côté de la personne qui est en colère ou du côté de la personne qui reçoit entre guillemets la colère. Mais il y a une vraie différence pour moi à faire entre l'émotion de fond et la manifestation et la manière dont on l'exprime. Selon moi, l'émotion colère, c'est vraiment une émotion saine, intéressante. C'est l'expression de la pulsion de vie dans le sens où ça vient dire je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Je suis pas ok avec ce qui est en train de se passer. Donc pour moi, c'est une émotion utile dans la mesure où elle vient nous donner des éléments qui nous permettent de mieux nous connaître, de mieux comprendre nos limites, nos besoins, nos valeurs. Et donc pour moi, c'est une émotion vraiment utile et intéressante à utiliser. En général, quand ça vient poser des problèmes, c'est pas la colère, l'émotion, c'est quand on se met en colère. Donc pour moi, le but aujourd'hui, c'est de vous donner des éléments assez concrets sur la gestion de la colère en tant que manifestation. Euh, en fait, je vais vous donner des éléments sur des niveaux différents, c'est-à-dire le niveau le plus proche, c'est-à-dire au moment où on est en colère, et puis sur des possibilités d'utiliser cette émotion pour construire quelque chose d'intéressant a posteriori. La première chose que j'aurais envie de vous dire sur la gestion de la colère, c'est qu'en fait, comme toute émotion, c'est d'abord une manifestation physique. C'est-à-dire que avant de mettre un mot sur ce qui se passe et de dire je me sens en colère, il y aura des ressentis. Des ressentis qui peuvent être variables selon les situations et qui peuvent être variables selon les personnes. Salut Silver, salut Lara. Donc, souvent la colère, ça va se manifester par des sensations. Alors ça peut être, je vous donne des éléments qui sont très communs, peut-être que vous en avez qui sont différents. N'hésitez pas à les partager, en tout cas si ça vous parle ou si vous avez des manifestations physiques qui sont différentes et auxquelles j'aurais pas pensé.
Mais par exemple, souvent, on peut avoir chaud au visage, donc sentir la chaleur au niveau des joues, au niveau des oreilles. Il peut y avoir une gorge serrée, des tensions qui peuvent se manifester au niveau des épaules, au niveau des bras, au niveau des mains. On ne s'en rend pas forcément compte, mais souvent quand on est en colère, on a les poings qui vont se serrer. Ça peut être... alors il y a des gens, ça va être au niveau du ventre, des intestins. Pareil, c'est souvent la colère, c'est une émotion vive, donc ça va être souvent des tensions vives ou des sensations de chaleur. A contrario, il y a des gens qui peuvent ressentir des colères un peu froides, où ils vont quelque part se sentir être en train de se figer. Et donc ça va bloquer un petit peu le mouvement et la souplesse dans le corps. Ouais, Lara, du feu qui monte depuis le ventre, ouais, c'est souvent quelque chose de chaud, un ressenti comme du feu. Pourquoi je vous parle de ces éléments sur les sensations? En fait, pour moi, c'est la première étape. Pour gérer la colère, l'idée, c'est de se rendre compte qu'on est en colère. Et souvent, quand on se rend compte, c'est qu'on a déjà commencé à gueuler, en gros. Donc, le fait de se dire, ok, moi, en général, quand je me mets en colère, j'ai telle ou telle sensation, ça peut vous permettre de reconnaître ces sensations le plus tôt possible et d'en prendre conscience. Pour moi, ça c'est l'étape numéro 1, c'est prendre conscience des sensations physiques qui viennent m'informer qu'il y a une colère qui monte, qu'il y a une émotion qui monte, et qu'il serait pas mal de faire un petit peu attention à ce qui est en train de se passer. Pour les gens qui arrivent en cours de route, bienvenue, merci de me rejoindre. Le replay sera disponible sur ma page dès la fin du live, donc si vous avez loupé le début, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas, voilà, en cours de route, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, si vous voulez partager des éléments qui vous sont personnels, voilà, vous êtes les bienvenus sur ça. Donc sur la gestion de la colère, reconnaître, identifier les manifestations physiques qui peuvent varier selon les personnes. Ensuite, à faire sur le coup, et ça c'est un des trucs les plus compliqués, moi je trouve, en développement personnel et en conscience de soi, c'est qu'une fois qu'on s'est rendu compte que la colère est là ou qu'elle est en train de monter, une des premières choses à faire, en fait, c'est d'arrêter de faire ce qu'on est en train de faire. C'est de trouver un moyen de mettre une pause, et un des moyens les plus simples, c'est la respiration. Quitte à vous interrompre si vous êtes en train de parler, ou alors vous terminez votre phrase, mais ce que je peux vous inviter à faire, c'est prendre peut-être 3 respirations. 3 respirations, en fait, ça a l'air peut-être long quand on le fait, mais votre interlocuteur, a priori, va pas trop se rendre compte de ce qui se passe, et vous, ça vous donnera déjà de l'espace entre ce qui est en train d'arriver et la réaction qui était en train de monter. Si vous arrivez à prendre une seule respiration, c'est déjà pas mal. 3, normalement, ça vous laisse vraiment le temps de vous rendre compte de ce qui est en train de se passer et de prendre du recul qui fait que vous ne devriez pas monter dans les tours tout de suite, ou alors de manière beaucoup moins importante que si vous étiez complètement pris dans le flot de ce qui se passe. Si vous êtes au premier degré avec votre émotion, vous en devenez... j'ai pas trop envie de dire l'esclave parce que j'aime pas trop ces concepts, mais c'est quand même très difficile de s'en sortir, vous n'êtes pas au courant que vous êtes en train de la vivre. Donc ouais, Silver nous parle de mains tétanisées, de fourmis dans les mains et qui montent au niveau de la vue. Effectivement, il peut y avoir une influence de la colère, en tout cas des émotions fortes en général, sur le champ de vision. Je vais peut-être pas partir dans les neurosciences sur la question du corps et des émotions fortes, mais oui, ça peut avoir des conséquences sur le champ de vision, par exemple. Alors, prendre la position du watcher, ouais, Lara, je pense que ce que tu veux dire par là, tu me confirmeras, c'est de volontairement se mettre en visualisation comme si vous étiez en train d'observer la scène. Alors ça, pour ceux que ça intéresse et qui arrivent à le faire, c'est très bien. En fait, tous ces trucs-là, toutes ces solutions-là, elles visent à un truc, c'est à prendre du recul et à vous sortir du premier degré de l'émotion. La respiration étant quand même le truc le plus simple qu'on a toujours sur soi et qui ne se voit pas. Par rapport à votre interlocuteur, à vos interlocuteurs, normalement ça passe assez discrètement. Ensuite, moi je considère que quand on sent vraiment qu'il y a une colère qui monte, la difficulté c'est que si jamais ça explose, moi en soi j'ai pas de problème avec le fait d'être en colère, c'est jamais un problème en soi. La question c'est quelles vont être les conséquences. Est-ce que vous allez dire des trucs que vous pourriez regretter? Est-ce que vous allez mettre la relation avec votre interlocuteur dans une situation compliquée? Donc ça peut être,
je sais pas, je pense dans le cadre du boulot, se mettre à gueuler sur son manager par exemple, ça peut avoir des conséquences très concrètes, hein, je sais pas, moi, selon les situations, vous pourriez être convoqué pour un entretien, blablabla, enfin toutes ces conséquences-là, elles peuvent vous porter préjudice, alors c'est rarement catastrophique, mais si vous souhaitez les éviter, il y a un truc qui est intéressant, c'est vraiment euh, d'oser partir de la situation. Vous sentez que la colère monte, vous sentez que c'est sur le point d'exploser, que c'est vraiment pas possible pour vous sur ce moment-là de la faire redescendre. Là, pour moi, c'est ok de dire à la personne avec qui vous êtes, excuse-moi, mais là, je sens que j'ai des émotions fortes qui montent. Je préfère prendre un temps pour aller prendre l'air, prendre un café, parce que je pense que sinon, ça va vraiment empiéter sur la qualité de nos discussions et de la relation, et en fait, on n'aura pas une discussion. Ça va partir en engueulade, et moi, j'ai pas envie de ça. Je préfère qu'on trouve un moyen de se dire les choses correctement pour qu'elles puissent être entendues. Je sais pas si ça vous parle, cette idée-là, je sais pas si vous l'avez déjà fait, le fait de vous retirer d'une situation dans la mesure du possible en expliquant pourquoi vous partez. Je sais pas si vous avez des commentaires, des retours là-dessus. C'est pas forcément confortable à faire. Il se peut que votre interlocuteur le prenne pas forcément très bien. Parce qu'il y a des gens qui peuvent croire sur le coup que c'est une fuite ou un manque de respect. Là, je vous parle d'un cas très précis qui m'était arrivé. C'était dans mon ancien boulot, réunion de service, où en fait, je sais plus, je parle d'un truc, et en fait, la directrice adjointe n'était pas au courant de l'élément que j'amenais. Elle s'est mise très en colère, ce qui était tout à fait compréhensible. Et en gros, c'est moi qui ai pris. C'est-à-dire, c'est le messager, moi j'avais pas grand-chose à voir avec l'information en question, mais c'est le messager qui a pris sa charge d'énervement. Et en fait, sur le coup, j'ai trouvé ça tellement injuste que je me suis dit, soit je pète les plombs et je me mets à hurler, et là ça sert à rien parce qu'on comprend rien à ce qui se passe. C'est ça aussi le truc, c'est qu'à partir du moment où on se met à crier et à sortir de ses gonds, on sort de soi, c'est pas rien, ça veut dire qu'on contrôle pas grand chose, et ça veut dire aussi que à partir de ce moment-là, la personne qui est en face, elle est plus en capacité d'écouter. Ce qui était mon cas puisqu'elle m'avait gueulé dessus en fait. Et à partir du moment où vous criez sur quelqu'un, ne serait-ce que d'un point de vue sensoriel, on peut plus être dans l'écoute, sauf des gens qui sont vraiment formés ou qui sont dans des postures d'accompagnement, par exemple, ou dans des postures bien particulières, mais d'une manière générale, on peut plus entendre quand quelqu'un gueule. C'est pas possible. Ça devient, si vous voulez, plutôt une histoire de gestion du danger pour le système psycho-émotionnel, et on va se mettre en position de défense. Donc la discussion n'est pas possible. À l'occasion de cette réunion, je me suis rendu compte que vraiment ce qui était en train de se passer était intolérable pour moi. Et en fait, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Elle a surenchéri, en fait, pendant que j'étais en train de sortir de la salle, en disant mais de quel droit tu te permets de partir, etc. Et en fait, j'avais fait ce choix-là sur le moment-là parce que je m'étais dit il vaut mieux que je parte et que je me fasse engueuler parce que je suis partie, plutôt que je dise des choses qui vont me retomber dessus et qui ne sont pas admissibles dans un contexte pro. Effectivement, Silver, après, il y a une question de crédibilité. Alors, il y a aussi tout un truc sur la perception qu'on a dans notre société du fait de manifester une émotion tout court. Donc, en fait, c'est un peu dommage, mais c'est vrai que c'est peut-être pas simple de faire comprendre à quelqu'un qu'une émotion, c'est quelque chose de temporaire, que quand on dit des choses sous le coup d'une émotion forte, on les pense pas forcément. Et donc, pour éviter ce genre de truc, effectivement, ça peut être intéressant d'utiliser ce que Silver a appelé tout à l'heure je sais plus comment tu l'as appelé, le droit de retrait, quoi. C'est ça, c'est-à-dire je me retire de la situation parce que je sens que ça va pas bien se passer. Et en fait, j'ai eu a posteriori à devoir, évidemment, j'étais convoquée après, et j'ai expliqué à cette personne qui était en manager par rapport à moi, je lui ai expliqué pourquoi j'étais partie. Je lui ai dit, en fait, c'était tellement pas possible, j'ai préféré partir, me retirer de la situation. Je suis pas sûre que la personne ait compris le truc. Elle a peut-être continué à le prendre, au moins en partie, comme un manque de respect sur le coup et comme une provocation. Mais en fait, son interprétation, j'en ai rien à faire. Parce que moi, je sais que j'ai fait un choix qui est bien meilleur pour moi et pour elle que celui qui aurait été celui de rester et de péter les plombs et de passer la réunion en mode énervé. Enfin, ça aurait servi à rien. Donc cette proposition, la proposition de vous retirer de la situation, prendre l'air, aller boire un verre d'eau, c'est con, mais en fait,
faire des petites choses, ça va vous permettre de focus sur quelque chose d'autre qui va vous permettre de faire redescendre un petit peu la tension. Donc, par rapport à la gestion de la colère, repérer les signaux physiques de l'émotion, prendre du recul, respirer pendant la situation si on peut faire le choix de se retirer de la situation. Il y a des situations dans lesquelles vous ne pourrez pas partir. Ça va arriver. Là, je vous donne, si vous voulez, plusieurs idées un peu généralistes, comme ça vous avez une boîte à outils dans laquelle vous pourrez aller piocher. Il y a des situations dans lesquelles vous ne pourrez pas partir. Dans ce cas-là, il y a un conseil qui est vraiment utile, qui est pas simple à mettre en place, mais qui peut être vraiment précieux, c'est de vous taire. De vous autoriser à vivre votre émotion physiquement, à porter votre attention sur les manifestations physiques dont on parlait un peu plus tôt, le chaud qui monte au visage, les poings qui se serrent, des fourmis, des tensions, peu importe la manière dont ça va se manifester chez vous. Vous pouvez choisir de porter votre attention là-dessus et de vivre votre colère dans votre corps, mais en disant rien. Ça évitera les catastrophes potentielles de choses, de propos que vous pourriez regretter. Et puis si vous voulez, pendant que vous vous retenez de parler, et en choisissant de porter votre attention sur votre corps, il y a des chances que ça fasse redescendre la colère elle-même, puisque vous serez en train de vous concentrer sur autre chose, sur un autre sujet, qui sera vos sensations. Donc ça peut être un choix. C'est de ne pas dire grand-chose. Ça peut être intéressant aussi d'un point de vue stratégique. Alors là, c'est des situations que j'ai pu avoir à gérer, d'ailleurs assez récemment avec des clients en coaching, c'est-à-dire des situations hyper conflictuelles, business, où en fait, le fait de se taire, comme on n'aime pas trop le silence en général, l'autre va parler. Quand il va parler, il va vous donner des informations que vous allez récupérer. Et ça pourra vous donner des billes si jamais le conflit est arrivé à un point tel qu'on est en mode c'est la guerre, il y a des avocats. Voilà, ça c'est des... Alors évidemment, c'est des situations qu'on essaie d'éviter un maximum. Après, quand elles arrivent et que les personnes, en l'occurrence que mes clients font le choix d'aller, si vous voulez, jusqu'à un règlement de conflit par la loi, là on passe en mode stratégie. Si c'est la guerre, c'est la guerre, et dans ce cas-là, se taire c'est intéressant parce que ça permet de récupérer des infos et d'éviter d'en donner. Voilà, ça c'est un truc un peu mode négociation, gestion de contrat, gestion de conflit. Est-ce que par rapport déjà à cette première partie, est-ce que vous avez des remarques, des questions? Alors, Lara nous dit oui, vivre la colère, l'observer sans réagir. Effectivement, Vipassana. Alors, ça c'est effectivement des éléments que je vais vous donner ensuite. Je regarde juste dans les commentaires s'il y a des questions auxquelles je peux répondre. Effectivement, ouais. Sophie nous parle aussi de manifestations, pas que physiques, mais sur des choses qu'on pourrait se dire. Elle donne l'exemple de ça me prend la tête. Quand vous commencez à vous dire ça me chauffe, ça me prend la tête, ce sont aussi des indicateurs. Donc là, c'est un peu votre voix intérieure, hein, qui peut être un indicateur du fait que la colère est en train de monter. Ok. Alors, je passe à une étape différente qui est la gestion de la colère dans les heures qui vont suivre. L'émotion assez forte va déclencher tout un tas de choses dans votre système physiologique. Des hormones, donc les hormones du stress. Hein. Et l'idée, c'est de prendre un temps dans les quelques heures qui suivent, pas quand vous êtes vraiment au point le plus fort de la colère, parce que ça risque de pas très bien marcher. Mais il y a un truc qui est pas mal à faire, c'est de prendre un temps de relaxation et de respiration a posteriori, parce qu'en fait, ça va déclencher tout un tas d'hormones et de substances, ça peut être de l'adrénaline, qui vont rester dans votre système pendant plusieurs heures. Comme ça reste dans votre système pendant plusieurs heures, en particulier le cortisol, ça vous met dans un état où vous allez être prompt à repartir hyper vite. Donc pour éviter que l'engueulade du midi enchaîne sur 3 ou 4 engueulades dans la journée, vous pouvez prendre le temps de faire de la cohérence cardiaque. Donc c'est un exercice de respiration tout simple
Il y a juste à suivre. Donc là, il y a plein d'applications, que ce soit sur téléphone, sur ordinateur, vous trouverez ça hyper facilement. Il y a des vidéos avec des petites musiques ou c'est souvent une bulle qui va monter et qui va descendre ou un petit bruit qui va vous dire à quel moment on inspire et à quel moment on expire. 5 minutes de cohérence cardiaque, ça devrait vous permettre de faire redescendre tous les niveaux de cortisol et d'hormones à, si vous voulez, à un niveau normal. Pour éviter que la colère que vous avez vécue quelque temps avant ait un impact sur le reste de votre journée. Ça permet aussi de faire un petit peu de place émotionnellement pour, si vous voulez, récupérer une capacité d'observation plus juste. Silver évoque le fait de se taire effectivement et de remettre à plus tard toute action, y compris son propre jugement. Clairement, en cas d'émotion forte, c'est difficile d'avoir un jugement objectif auquel on puisse se fier. La cohérence cardiaque, c'est un outil qui peut vous donner la possibilité d'accélérer le retour à la normale de votre système et vous permettre d'y voir plus clair plus vite. Sachant que vraiment ça prend quelques minutes, ça prend absolument aucun effort, donc n'hésitez pas à vous servir de ce genre d'outils. L'efficacité est assez immédiate. Allez-y, hein, vraiment, c'est très très intéressant. Donc ça c'est pour dans les heures qui suivent. Ça peut être aussi un outil que vous pouvez utiliser en prévention. Si vous savez que vous êtes sur le point d'avoir une conversation inconfortable ou une situation désagréable qui peut vous mettre en colère ou vous stresser, la cohérence cardiaque peut être utilisée pour vous y préparer. Ça vaut aussi pour les choses qui n'ont rien à voir avec la colère, par exemple un entretien d'embauche, une réunion qui vous stresse. Mais dans tous les cas, si vous savez que vous avez un événement qui va être compliqué pour vous, la cohérence cardiaque en prévention, ça marche aussi très très bien. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ? Alors, on me dit, une émotion dure 90 secondes maximum, le reste c'est le mental qui appuie via les mémoires, les jugements. Effectivement, le moment très vif de l'émotion peut être relativement court si on s'autorise à le traverser. Si on s'autorise vraiment à vivre l'émotion d'une manière qui soit appropriée pour soi. Pour ce faire, vous avez plusieurs manières de vivre la colère. Donc là, on est toujours dans un temps a posteriori. On est plusieurs minutes, plusieurs heures après l'événement qui a généré la colère. Vous pouvez, si vous voulez, pour laisser exprimer la colère, vous pouvez vraiment vous sentir libre de le faire de manière appropriée, qui soit pas gênante ni pour vous, ni pour quelqu'un de votre entourage. Par exemple, vous pouvez prendre une feuille et écrire tous les jugements, tout ce que vous avez à dire par rapport à la situation. Que ce soit des mots grossiers, vulgaires, que vous mettiez à gribouiller avec une main, deux mains, des stylos, des crayons de couleur, enfin peu importe. Vous déposez tout ça sur des feuilles jusqu'à ce que vous ayez plus rien à sortir. Et après, vous brûlez la feuille. Les gens qui me suivent depuis un certain temps savent à quel point j'aime cette histoire de brûler des feuilles. N'hésitez pas à essayer, vraiment ça fonctionne. Cet exercice-là, il vise vraiment à donner à l'émotion l'espace nécessaire pour s'exprimer librement. Vous pouvez aussi prendre un temps pour aller, je sais pas moi, taper dans des coussins, s'il y en a qui aiment bien faire du sport, aller courir, aller vous dépenser. Vous pouvez aller crier si jamais c'est ça qui vous fait du bien. En tout cas, autorisez-vous à laisser sortir cette énergie. C'est une émotion vive, la colère. C'est une pulsion de vie, donc ça a besoin d'un petit peu de place pour s'exprimer. C'est là où je parle de s'exprimer de manière adaptée, c'est pas sur la personne en question, dans la mesure du possible, c'est de prendre un temps a posteriori. Alors n'hésitez pas à aller crier ou pleurer aux chiottes, hein. C'est vrai que là je pense beaucoup à des situations pro, mais c'est aller crier dans un coussin, aller taper dans des trucs où vous n'allez pas vous faire mal, enfin laissez-vous la possibilité que ça sorte en fait. C'est aussi un truc
On a tellement l'habitude dans notre société de diaboliser la manifestation des émotions qu'en fait on finit par s'empêcher de les vivre et ça fait un millefeuille. Et à un moment donné, quand ça va sortir, quand vous pourrez plus du tout le contrôler, ça va sortir de manière complètement incontrôlable et décalée. Avec un ami hier, on parlait de Hulk. C'est un peu ça le phénomène, hein. On peut appeler ça Hulk ou la cocotte minute, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez pendant X occurrences retenu des émotions de colère ou de ressentiment par rapport à une situation ou à une personne, il y a un moment donné ça va sortir et ça va vraiment pas être cool quoi. Parce que ça construira rien du tout et il y a des chances que la personne en face comprenne pas du tout d'où ça sort. Et souvent ça sort avec la goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc avec un élément qui est vraiment minime en termes de gravité, et ça pète. Si vous voulez éviter ça, autorisez-vous à vivre vos émotions au fur et à mesure où elles arrivent. Dans la mesure du possible sur l'instant. Quand c'est pas possible, le plus rapidement possible. Faites de la place à ces émotions. Elles sont pas là pour vous faire chier, elles sont pas là pour vous contrarier, elles sont là pour vous dire des trucs intéressants. Alors, on me dit comment gérer aussi la colère d'un enfant. Alors, sur l'accompagnement des petits, c'est pas tout à fait ma zone d'expertise. Mon premier réflexe, ce serait de l'autoriser peut-être à être en colère, à laisser passer la crise finalement, et même si c'est inconfortable, à rester, bon je vous donne des idées comme ça, hein, à rester en présence, peut-être à un niveau physique similaire, c'est-à-dire si l'enfant est plutôt petit, rester peut-être assis à côté, et lui dire qu'en fait, il ou elle a le droit d'être en colère, et il ou elle a le droit de l'exprimer. Je pense, mon hypothèse, c'est qu'en faisant ça, ça devrait durer quelques secondes, peut-être quelques minutes, et qu'une fois ça s'est passé, il est peut-être possible de lui dire, ok, est-ce que tu as envie de me partager ce qui t'a mis en colère? Qu'est-ce qui t'a mis en colère comme ça? Et d'essayer de comprendre ce qui a généré le truc. C'est l'idée qui me viendrait, Didi. J'espère que cette réponse déjà te donne un élément, hein. Encore une fois, je suis pas dans ma zone d'expertise sur la gestion des enfants. Tu me diras, c'est pareil avec les adultes, hein, pour le coup. En tout cas, dire à quelqu'un qui est très très en colère de se calmer, vous vous en doutez, c'est une extrêmement mauvaise idée, ça ne marche jamais. Dire à quelqu'un qui est en colère qu'il n'est pas censé être en colère, mauvaise idée aussi. Il y a une partie de l'accompagnement, quand je parle accompagnement, je parle au sens large, hein, c'est-à-dire quand vous êtes en présence de quelqu'un qui vit une émotion forte, une partie du jeu, selon moi, consiste à accepter que l'autre est dans cet état-là et que c'est inconfortable pour tout le monde et que ça va passer. Une des erreurs qu'on peut faire, c'est de vouloir tout de suite que ça passe, de vouloir se dépêcher, que ça passe, de vouloir accélérer le truc ou de vouloir le minimiser ou l'étouffer. Pour moi, c'est vraiment important de s'autoriser à avoir des espaces où on peut exprimer ses émotions, y compris la colère. Si les gens ils sont énervés, il y a toujours des raisons. Et elles sont toujours bonnes. Même si vous ne les comprenez pas, même si vu de là où vous regardez, ça vous semble décalé, c'est toujours logique en interne. Alors effectivement, il faut que j'arrête de dire effectivement, on donne des indications par rapport à la gestion de la colère pour les enfants. Ouais, c'est important qu'ils aient pas honte d'être en colère. Et effectivement, il y aura, je crois que je vais commencer à mettre 1 € à chaque fois que je dis effectivement, leur proposer un câlin, ce sera peut-être pas tout de suite la meilleure solution. Peut-être d'attendre que ce soit le bon moment, mais encore une fois, comme avec des adultes, hein, si vous parlez à un ami qui est vraiment très en colère et que vous lui proposez un câlin, comme ça, au moment où l'émotion est très forte, il y a des chances que ça marche pas du tout. Alors, Julie, la colère contre soi, très intéressant, ça c'est un truc qu'on oublie. Il arrive aussi que quand on se met en colère, on n'est pas en colère contre l'autre ni contre la situation, on est en colère contre soi. Les réponses sur la gestion de la colère contre soi sont un peu les mêmes, c'est-à-dire noter les sensations, prendre un temps de recul, c'est la même chose en fait, hein, cohérence cardiaque, aller prendre un verre d'eau, et après il peut s'agir de prendre un temps d'analyse, vraiment intéressant.
De rien, Didi, si ça t'a aidé, la réponse que je t'ai donnée. Comme je vous disais au début, pour moi, la colère, c'est une émotion qui est très intéressante et très saine, puisqu'elle vient vous dire des choses. Elle vient vous dire ça, c'est pas ok pour moi. Donc, quand vous serez dans la possibilité d'analyser la situation, que ce soit de la colère contre une situation, contre une personne ou contre vous-même, demandez-vous, qu'est-ce qui m'a mis en colère? Avec quoi je suis pas d'accord? Qu'est-ce qui est pas ok pour moi dans ce contexte-là? Ça peut être des besoins qui sont pas satisfaits. Ça peut être des valeurs qui ont été contrariées. L'idée, c'est vraiment de vous autoriser à observer ça. Qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire qu'en fait, j'avais besoin de considération et que je me suis pas sentie considérée. J'avais besoin de me sentir libre et je me suis sentie contraint ou contrainte. Dans mes valeurs, la valeur de bienveillance, de douceur et de respect est importante. Et là, pour moi, c'était pas respecté. En fait, ces indications-là sont les plus précieuses parce qu'elles vont vous dire que faire de ces émotions et à quoi elles servent. Pour moi, c'est à ça qu'elles servent. Elles servent vraiment à venir vous dire qui vous êtes, qu'est-ce qui est important pour vous ou pas. Est-ce que quand je vous parle d'aller regarder derrière la colère en termes de valeurs et d'émotions, est-ce que ça vous parle? Et est-ce que vous avez des situations où cette colère, elle a pu vous permettre de comprendre des choses comme ça? Donc là, ce serait vraiment une étape, prendre un temps entre soi et soi-même, 10 minutes, un quart d'heure, isolé, feuille, crayon, résumer la situation, il s'est passé telle chose, tel jour, machin a dit ça, bidule a dit truc, je me suis sentie en colère, qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur moi-même? Je sais pas si vous avez des situations que vous avez envie de partager, où je pourrais voir si je peux vous aider à trouver les besoins ou les valeurs qui sont derrière. Sur l'anecdote que je vous racontais un peu plus tôt, par rapport au coup où j'étais partie au milieu d'une réunion de boulot, ce qui avait été atteint chez moi, c'était j'avais eu un sentiment de profonde injustice, dans la mesure où je ne faisais qu'apporter une information et où j'ai pris la colère de quelqu'un qui était en plus en position haute, devant des gens, donc c'était assez humiliant. Et en fait, ce qui a été intolérable, en vrai, j'ai même pas entendu ce qu'elle disait. Je me rappelle absolument pas du contenu de ses propos, je me rappelle juste m'être dit, elle a pas le droit. Elle a pas le droit de m'engueuler alors que je fais que ramener une information et que c'est pas du tout moi le sujet. Donc pour le coup, sur ce truc-là, c'était bon, c'était pas forcément un indicateur nouveau, mais ça venait me dire fort sentiment d'injustice. Il y avait aussi certainement de l'ego dedans. Donc quand vous tombez, si vous voulez, derrière la question de la colère, quand vous tombez sur des éléments, des valeurs, des besoins, regardez aussi quelle est la part d'ego dans ce qui a été possible ou pas pour vous. Parfois c'est l'ego qui n'a pas envie d'entendre, hein. Et donc moi il y avait une part d'ego qui disait il est hors de question que je me fasse engueuler en public, c'est intolérable. Cette partie-là, elle est pas à jeter à la poubelle. Pour moi, c'est pas quelque chose qui s'agit de diaboliser, c'est juste en être conscient de cette part-là, euh, et être conscient que c'est pas l'info la plus intéressante de la situation. Voilà. Après, on peut laisser ça de côté et puis passer à une analyse un petit peu plus fine. Il y a un autre truc aussi qui peut être intéressant. Souvent, pas tout le temps, mais souvent, la colère, elle va pas cacher, mais il y aura d'autres émotions derrière. Derrière de la colère, il peut y avoir une grande tristesse et de la peur. Si je continue sur le même exemple, il y avait certainement de la peur chez moi parce que je me suis dit que ça pouvait vouloir dire que je pouvais pas faire confiance à cette personne-là dans ce cadre-là et que ça venait me dire que
si je dois donner une information et que ça me retombe dessus, je vais peut-être arrêter de donner une information. Et là, ça devient un problème. C'est-à-dire que j'avais peur que ça se reproduise. Tout ça, sur le coup, on s'en rend pas compte, hein, c'est sur l'analyse a posteriori. J'avais peur que ça se reproduise, et donc la peur que ça se reproduise potentiellement allait entraîner le fait que j'allais arrêter de faire ce truc-là, alors que ça faisait sens. Donc vous pouvez aussi prendre le temps d'aller voir s'il n'y a pas des autres émotions derrière votre colère. La colère, souvent, c'est quelque chose, comme elle va se manifester de manière assez vive, c'est un peu le premier truc qui sort. Parfois, il y a des trucs derrière. Donc allez voir s'il y a des peurs, allez voir s'il y a de la tristesse. Derrière votre colère, ça peut vous apprendre pas mal de choses. Alors, vos commentaires. Si la colère est une émotion, je considère que la haine et la rage sont des sentiments conséquents à la colère. J'estime que la haine est négative, destructive, alors que la rage est positive, constructive. Ouais, alors, si je comprends bien, c'est un petit peu ce qui avait été dit plus haut. La colère, c'est l'émotion sur le coup. On peut faire l'hypothèse que la haine, c'est une colère qui a été nourrie. Dans le temps. Longtemps. Qu'en fait, il y a quelque chose de très addictif à la colère, parce que, encore une fois, c'est une énergie vive, c'est une énergie. Et le système, l'ego aime bien l'énergie, hein, il s'en nourrit. Donc il y a des gens qui sont un peu accros à la colère ou au conflit, parce que finalement, c'est une manière de se sentir vivant. Comme on peut être addict à plein d'autres choses, la colère, c'est une possibilité. Et pour moi, l'émotion, quand je parle d'émotion, je parle vraiment de la manifestation qui est très courte dans le temps. Le sentiment, c'est quelque chose qui est plus assis, plus construit, et donc qui a été nourri par des idées, des jugements, des opinions. Et donc pour moi, là, c'est la responsabilité de chacun de choisir ce qu'il a envie de nourrir ou pas, par rapport à telle ou telle situation. Si vous prenez le temps, quand vous avez des coups de colère ou le sentiment d'être en colère, la sensation d'être en colère, si vous prenez le temps d'aller analyser, surtout quand ça se répète, d'aller analyser ce qui se passe derrière, qu'est-ce que ça vient vous dire, ça devrait vous permettre d'éviter de construire et de nourrir, si vous voulez, quelque chose qui va prendre de plus en plus de place et qui va vous rendre la vie impossible. Parce qu'on est bien d'accord, hein, être en colère de temps en temps, c'est parfaitement naturel, parfaitement normal, c'est même sain. Moi, les gens qui me disent « je suis jamais en colère », ça m'intrigue beaucoup, parce que ça veut dire quoi, qu'ils ont pas de limite, que tout est tout le temps ok pour eux. Donc bon, déjà, moi, ça, j'y crois pas des masses. Qu'il y a des gens qui ne se mettent jamais en colère, ça, je peux très bien le concevoir. Ça dépend de plein de choses, de l'éducation, de la manière dont on a envie de manifester les choses ou pas, et puis de la personnalité de chacun. Mais pour le coup, dès que ça part dans quelque chose de plus profond, c'est la responsabilité de chacun à choisir si on nourrit ça avec plein de ressentiments, avec le fait de faire tourner l'histoire en boucle dans sa tête constamment, de le raconter 20 fois à tous les gens de notre entourage, et puis tu sais pas ce qu'elle m'a fait, et puis tu sais pas ce qu'il m'a dit. Ça, c'est votre responsabilité. Si vous choisissez de nourrir ça, ça produira rien. Ça va être juste désagréable pour vous, et potentiellement désagréable pour l'entourage, parce que c'est chiant en fait, hein, juste à entendre. Je dis pas qu'il faut pas partager les coups durs, c'est pas mon propos. C'est que si ça s'installe dans le temps et que ça se répète et que ça tourne en boucle, c'est vous qui nourrissez votre propre problème, hein. C'est ça mon idée. Si Silver parle de rage, je pense que là on est vraiment sur, si je comprends bien, hein, sur l'interprétation de la pulsion de vie, c'est-à-dire, par exemple, moi je penserais à quelque chose du style: on m'a dit que je pouvais pas le faire, que j'en étais pas capable, ça m'a mis en colère, d'une manière positive et constructive qui fait que ça va me donner le courage. Je sais pas, Silver, si c'est ça que tu voulais dire, mais en tout cas, moi, ça me fait penser à quelque chose comme ça. Et donc, voilà, il y a l'expression la rage de vivre, quoi, hein. L'idée, c'est que ça dure peut-être pas tout le temps, je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est fatigant de ressentir de la rage. Dans la manière dont je le perçois, c'est un truc qui est intéressant pour un sprint, quoi. Peut-être pas pour un marathon, hein, je sais pas. Alors sur l'exemple de quelqu'un qui couperait la parole sans respect aucun devant d'autres personnes, sur cette situation-là, moi ce que je dirais comme ça là, c'est de laisser la personne le faire. Il est possible qu'elle ne s'en rende pas compte. Il est possible que ce soit une manière de gérer un stress ou une forme d'enthousiasme qui fait que c'est difficile pour la personne en question d'attendre que l'autre ait fini ses propos. Ça peut être un jeu de pouvoir, une manière
plus ou moins consciente d'asseoir une supériorité donc que la personne n'a pas, hein, puisque quand on se comporte de manière supérieure, c'est qu'on a peur de se sentir inférieur, et inversement. Sur cet exemple précis, quelqu'un qui coupe la parole devant d'autres personnes, je proposerais de ne pas réagir sur le coup, de laisser le truc filer, d'aller respirer après, et de prendre un temps d'en discuter directement avec la personne en question. Donc là, je vous donne des petites choses, des petits tips sur la communication non violente. Ça viserait à valider que la personne, qu'elle a le temps, qu'elle est disponible pour échanger. Est-ce que c'est ok pour toi ou est-ce que c'est ok pour vous de prendre 5 minutes pour échanger sur un truc qui est important pour moi. En fait, voilà, à telle ou telle occasion, j'ai remarqué que tu m'as coupé la parole plusieurs fois. Alors, dans ces cas-là, évitez, si possible, les termes du genre toujours, jamais, parce que de toute façon, ça va être faux et ça peut braquer l'autre. Donc, si vous restez un peu modéré, on va dire, dans vos propos, à plusieurs reprises, tu m'as interrompu en fait dans mes propos et c'est assez difficile pour moi parce que ça me blesse un peu ou ça me fait perdre le fil. Voilà, c'est vous qui choisissez après, suivant le contexte, le niveau de ce que vous avez envie de partager. Vous n'êtes pas obligé de partager votre émotion, vous n'êtes pas obligé de partager des choses que vous estimez intimes, mais le secret aussi dans ce genre de conversation, c'est parler de vous, accusez pas l'autre. On dit souvent le tu qui tue. Si vous partagez à l'autre, voilà, quand à ce moment-là tu m'as interrompu, je me suis sentie comme ça ou c'est difficile pour moi, vous parlez de vous et finalement l'autre peut pas trop questionner votre ressenti, hein, c'est vraiment un constat. Voilà, je sais pas Sophie si ça te donne des éléments concrets pour ta situation. Oui, certainement, un travail intérieur peut permettre de passer de la haine à la rage. Encore une fois, l'énergie de la colère, peu importe le niveau qu'elle peut prendre ou le chemin qu'elle peut prendre, c'est une énergie qui peut être transformée, qui peut être sublimée. C'est en ça qu'elle est utile. Pour moi, de toute façon, la seule émotion qui sert à rien, entre guillemets, hein, c'est la culpabilité. C'est là pour en fabriquer quelque chose de constructif, c'est quand même extrêmement compliqué. Alors que la colère, je trouve qu'il y a toujours des trucs à faire, mais même la haine, hein. Si on a la haine, vraiment, si on ressent ça très fortement par rapport à une situation, c'est que ça fait longtemps qu'on s'est assis sur des besoins ou des valeurs. Mais ça, c'est notre propre responsabilité, hein. C'est pas les autres qui sont assis dessus, c'est qu'on a laissé les choses s'installer comme ça et que finalement, ça convient plus du tout. Merci pour vos commentaires, pour vos retours. Je vous en prie pour les outils. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous partager? Peut-être un dernier truc. J'ai mentionné assez rapidement l'ego. Alors quand je parle d'ego, là je parle de crise d'ego, hein, c'est-à-dire la partie de soi qui veut gagner. Parce que l'être humain est ainsi fait, on aime tellement avoir raison, on aime tellement gagner que parfois, voilà, on peut faire preuve de mauvaise foi ou adopter des comportements qui vont pas être appropriés pour soi ou pour l'autre. Sur ce point-là, quand on est dans une situation conflictuelle ou quand on est en colère et qu'on est dans la possibilité d'en parler avec l'autre, c'est intéressant de choisir, de laisser l'ego de côté temporairement et de se dire, en fait, il n'y en a pas un qui a raison et l'autre tort. C'est pas ça l'idée, c'est qu'en fait, on a chacun notre perception et les deux perceptions sont justes, les deux sont vraies, les deux fonctionnent. Les deux sont la vérité, en fait. Moi, je me sens comme ça parce que, et l'autre se sent comme ça parce que. L'idée est d'essayer de mettre l'ego de côté. Alors c'est très inconfortable au début. Quand on prend l'habitude de faire ça, ça devient de plus en plus confortable au fur et à mesure. Mettre l'ego de côté pour accepter que le point de vue de l'autre, il existe et il est juste pour l'autre. Et c'est ok. Ça sert pas à grand chose d'essayer de convaincre l'autre que son ressenti est faux. Ça ne marchera pas. Ça marche jamais ça, pour le coup. C'est une question que vous pouvez vous poser avant d'entrer en discussion dans des situations un peu conflictuelles où la colère peut intervenir, c'est est-ce que je suis prêt ou prête? Sincèrement, et ça c'est une question d'authenticité avec soi-même, est-ce que je suis prêt ou prête à écouter le point de vue de l'autre? Vraiment, sans le juger et sans me sentir attaquée.
Il y a une confusion qu'il ne faut pas faire, qui est souvent faite, c'est une confusion entre une opinion et l'identité. Si l'autre n'est pas d'accord avec moi, il me déteste. En gros. Ça n'a aucun rapport. Une opinion, c'est une opinion. Une personne, c'est une personne. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir arriver à certains moments à se dire, ben, on n'est pas d'accord et c'est ok. Et finalement, il est où le problème? Il y a quelqu'un qui est mort entre-temps? Mais même sur des trucs hyper graves, hein. Même sur des sujets aussi sensibles que, je sais pas, que la politique, que l'environnement, que l'écologie. Si vous essayez de discuter avec quelqu'un et de lui faire entendre votre point de vue, pour moi, la première étape, c'est d'accepter que le sien a du sens pour lui ou pour elle. Point barre. Dès qu'on rentre dans une disposition où on cherche à avoir raison par rapport à l'autre, on est monté sur le ring, tout le monde a perdu et la discussion va être compliquée. Voilà, ça c'est un conseil, alors plus facile à dire qu'à faire, hein, mais ça peut être intéressant de garder ça en tête avant d'entrer en discussion avec quelqu'un, de se dire est-ce que je suis en capacité là maintenant d'entendre son point de vue et de ne pas le juger? Est-ce que c'est possible pour moi? Si c'est pas possible, c'est pas grave, mais en tout cas vous pouvez vous poser la question. Voilà, ça c'est un autre outil concret. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la colère. Je vais attendre encore quelques instants, voir s'il y a d'autres commentaires, d'autres questions. Et puis sinon, je vais pas tarder à clôturer ce live. N'hésitez pas à aller voir du côté de la communication non violente, hein, c'est vraiment une technique exceptionnelle. Vous trouverez donc l'ouvrage de référence, c'est l'ouvrage de Marshall Rosenberg. Il y a aussi Thomas Dansbourg qui œuvre avec la communication non violente. Vous trouverez plein de conférences, vidéos à votre disposition sur Internet. Alors, et la rancune. Pour moi, la rancune, c'est quelque chose qu'on aura nourri. C'est de la colère, du ressentiment qu'on aura nourri et qu'on n'aura pas été dans la possibilité de travailler ou d'exprimer. Je sais pas vous, mais moi la rancune, ça sent un peu le moisi comme une vieille cave, une vieille cave poussiéreuse qu'on n'a pas aérée, quelque chose comme ça. C'est de la colère rentrée, oui, mais longtemps. Voilà, selon moi, c'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui a été rentré, nourri, un peu cultivé. Et en fait, ça intervient souvent dans les situations où les personnes nous sont proches et où il y a eu plusieurs occurrences de choses qui n'ont pas été ok et qu'elles ont été quasi systématiquement ravalées. Voilà. Et alors la rancune, c'est chiant parce que euh, quand j'ai eu à travailler ça, par exemple, dans des coachings de couple, bah, il faut tout reprendre en fait. Ça se fait, hein. Ça peut tout à fait se travailler. Pour moi, une des façons de le faire, c'est de tout reprendre petit à petit, de dépatouiller les nœuds. En général, il y a un ou deux trucs à l'origine, et puis après, il peut y avoir plein de malentendus qui se sont construits dessus, et ça peut tout à fait se travailler, mais ça demande peut-être de l'aide. Il y a certaines situations comme ça qui sont quand même beaucoup, beaucoup plus faciles à gérer dans le cadre d'un accompagnement, que ce soit du coaching, de l'hypnose, enfin... ah oui, alors l'hypnose et la sophrologie aussi, très intéressant pour la gestion de la colère, sur des exercices de visualisation. N'hésitez pas aussi à aller voir de ce côté-là, mais ça peut être très très intéressant. Voilà, Laurence, sur la rancune. J'espère que cette réponse te convient. Merci Silver. Oui, le titre du bouquin de Marshall Rosenberg, c'est Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Excellent ouvrage que je vous recommande mille fois. Peut-être une dernière question, une remarque, un outil auquel j'ai pas pensé sur la gestion de la colère. Avec plaisir, c'est un plaisir de partager ces éléments-là. Peut-être un dernier élément. On peut être en colère parce on s'est raconté que l'autre aurait dû. Ça veut dire qu'on évalue le comportement de l'autre à l'aune de ce qu'on a décidé qui était juste. Sauf qu'il arrive que l'autre soit pas du tout au courant. Je vous donne un exemple un peu caricatural.
pour ceux et celles qui seraient déjà allés au Japon, quand vous rentrez dans une maison, vous enlevez vos chaussures. C'est très important pour maintenir la maison dans un état pur. Hein. Il y a vraiment des idées très profondes derrière cette habitude. Si vous ne le faites pas, parce que vous n'êtes pas au courant, ça vous donne un peu l'image selon laquelle il aurait été absurde de s'attendre à ce que vous deviniez le truc. Donc la seule chose à faire, c'est de vous arrêter et de vous expliquer, de vous dire, bah en fait, ici on considère qu'il faut absolument lever ses pompes en rentrant chez quelqu'un, c'est systématique, il y a un petit espace où vous pouvez laisser vos chaussures, etc. Et donc en fait cet exemple-là, vraiment, c'est pour illustrer à quel point, même sur des choses qu'on estime être générales, que tout le monde devrait savoir, des histoires de politesse, des histoires de savoir-être, de savoir-vivre, il arrive qu'il y ait des malentendus parce qu'on suppose que l'autre était au courant qu'il devait faire un truc, sauf qu'il n'est pas du tout au courant. Donc sur ce point-là, j'ai envie de vous dire, arrêtez de croire que l'autre est télépathe et qu'il est en capacité de savoir ce que vous attendez de lui ou d'elle. Parfois ça marche pas du tout. Vous pouvez garder cette grille de lecture-là pour vous permettre voilà, d'entrer... là, on est sur l'étape où vous avez vécu l'émotion, vous êtes allé chercher derrière ce que ça venait vous dire, et là, vous êtes prêt à échanger avec la personne et à travailler sur la situation. Dites-vous, je ne sais pas ce que la personne a perçu et je ne sais pas quelles sont les habitudes de cette personne. Peut-être que dans son univers et dans son éducation, ça, c'est pas du tout important. Et ça vous permettra d'arrêter de juger qu'elle aurait dû. Parce que ce truc de il aurait dû ou elle aurait dû, c'est la pensée, c'est cette pensée-là qui vous met en colère. Alors qu'en fait, l'autre n'a pas fait grand-chose. Donc vous pouvez garder ça en tête aussi. Est-ce que vous êtes en train de vous raconter que l'autre était censé faire un truc, alors que l'autre peut-être n'est pas du tout au courant? Je vais vous laisser sur ce dernier élément. Merci pour votre présence, votre participation. Merci pour vos questions, vos commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt pour un autre live dont le sujet, moi je vous partagerai ça bientôt. Je vous embrasse. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions en commentaire, je reste connectée pour y répondre et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.